Pour arriver au sommet, les athlètes pratiquant la gymnastique artistique doivent pratiquer une quantité gigantesque d'heures. Il n'est pas rare que certains passent 8 heures par jour à l'entraînement. L'histoire de la gym est parsemée de noms légendaires parmi lesquels nous avons Nadia Comaneci, sans doute la plus connue encore aujourd'hui, Simone Biles, la grande reine du moment, détentrice du plus grand nombre de médailles, Larissa Latinina, l'ancienne grande championne olympique, et enfin Olga Korbut, celle qui, avant même Nadia Comaneci, révolutionna la pratique de la gym. Olga Korbut est née le 16 mai 1955 à Gorno, dans la Biélorussie soviétique. Elle est la plus jeune des 4 filles de Valentin et Valentina Korbut. Débordante d'énergie, l'unique pièce de l'appartement familial est manifestement trop petit pour qu'elle puisse se dépenser. Elle passe beaucoup de temps à jouer dehors avec ses amis et son goût pour la compétition s'exprime déjà très tôt, car elle souhaite systématiquement faire plus que les autres. Sauter de murs toujours plus haut, courir le plus vite, ou encore être la plus audacieuse pour voler les pommes des vergers alentours. Elle découvre la gymnastique par hasard en se portant volontaire pour intégrer la section locale de son école. Lors d'une petite compétition, elle est remarquée par Elena Volcheskaya, une ancienne championne olympique, et est recrutée à l'école sportive de la Bannière Rouge. Ce n'était pas gagné, car le physique d'Olga Korbut ne semblait pas correspondre aux standards alors en vigueur. Elle était en effet considérée comme trop grosse par les autres recruteurs et trop petite. La première année d'entraînement se déroule de façon ordinaire, par l'apprentissage de mouvements de base, accompagnés d'exercices d'assouplissement et de musculation. Cette activité lui plaît tant qu'elle poursuit ses entraînements chez elle sous l'œil amusé de ses sœurs. Le coach en chef du club de gymnastique de la Bannière Rouge, Reinhard Knisch, dont nous reparlerons plus loin, finit par remarquer qu'Olga dispose d'atouts et qu'elle fait preuve d'une maîtrise et d'une audace qu'il a rarement pu constater ailleurs. Désormais, c'est lui qui l'entraînera. Elle est la plus jeune élève du maître des lieux. La première compétition d'envergure à laquelle Olga participe en 1966 à Liepāja en Lettonie est un succès. Elle décroche même un 10 sur les barres parallèles. Même si à ce stade elle n'est encore qu'une débutante, avec ce premier succès, le niveau d'exigence qu'elle et son entraîneur s'imposeront rendront les sessions d'entraînement bien plus intenses et harassantes. Leur ambition commune les pousseront à élaborer des chorégraphies et à exécuter des mouvements des centaines de fois pour viser une maîtrise parfaite. Les compétitions nationales s'enchaînent, et Olga intègre l'équipe nationale junior de Biélorussie à l'âge de 12 ans. 3 ans plus tard, à l'occasion du tournoi de Rostov-sur-le-Don en 1969, après avoir montré aux élites du milieu ses techniques impressionnantes et novatrices, elle devient membre de la prestigieuse équipe d'Union soviétique. Cette nomination n'a pas été acquise facilement. Une partie de l'establishment et des jurys considéraient que les nouveautés apportées par Olga s'éloignaient trop de ce qu'ils considèrent être la gymnastique artistique. En effet, à cette époque, le modèle en vigueur, instauré par Larissa Latinina, est avant tout inspiré des mouvements gracieux du ballet traditionnel russe. Ce style fait référence dans le monde et assure à l'URSS une large domination. Heureusement pour elle, le public est conquis, elle la soutient. L'année suivante, en 1970, Olga Korbut s'envole pour Ljubljana. Cette première compétition internationale est une énorme déception. Non pas qu'elle ait échoué. Pire que cela, elle fait partie de l'équipe réserve. Vu ses performances, elle était persuadée d'être avec les titulaires. Mais devant elle figuraient les stars du moment comme Ludmila Tourischeva, Tamara Lazakovic ou encore Lyubov Berda. Difficile de se faire une place avec une telle concurrence. Son lot de consolation consistera à effectuer ses chorégraphies en off devant les membres du jury. Cette manœuvre n'est en réalité pas anodine, car elle visait à impressionner et d'une certaine façon influencer ce jury. Car oui, si le niveau d'une simple suppléante est si impressionnant, qu'en serait-il de celui des titulaires? Et en effet, une fois encore, l'équipe soviétique féminine remporte la compétition, même si cette fois, les Allemandes de l'Est leur ont donné du fil à retordre. Appartenir à cette équipe du RSS permet à Olga de découvrir un nouveau monde. Sa première expérience marquante est ce voyage au Japon que l'équipe effectue pour des sessions d'entraînement avec les membres de l'équipe nationale japonaise. Malgré la fascination et l'émerveillement que lui procure la découverte de ce pays, Olga ne perd pas de vue son objectif qui approche à grands pas,
les Jeux Olympiques de Munich de 1972. Les entraînements dans le gymnase de Grodno se poursuivent toujours à rythme soutenu. Ses résultats s'améliorent au fur et à mesure des tournois auxquels elle participe. Elle gravit peu à peu les échelons de la hiérarchie au sein de l'équipe. En conséquence, elle est invitée à participer à des camps d'entraînement avec ses coéquipières dans un centre sur les bords de la mer Noire afin de préparer les Jeux Olympiques. Les relations avec le staff technique ne sont pas toujours simples, tant son style dénote des standards soviétiques et sa personnalité affirmée ne simplifie pas non plus les choses. Finalement, Olga Korbut préfère s'entraîner chez elle. Son idée fixe désormais, celle qui la pousse toujours plus loin, c'est de révolutionner la discipline et de présenter des choses que personne n'a pu voir auparavant. Les efforts payent, et grâce à ses prestations au championnat du RSS à Kiev et la Coupe du RSS à Moscou en 1972, elle décroche sa place de titulaire pour les Jeux Olympiques. Olga Korbut aborde ses premiers Jeux Olympiques avec toute la concentration possible et la détermination à réussir. Elle sait l'importance qu'accordent les dirigeants soviétiques au succès du sport version communiste dans le contexte de lutte idéologique avec l'Ouest. Mais elle a aussi conscience de toutes ces années de travail acharné et compte bien gagner avant tout pour elle. À l'occasion des différentes épreuves qui s'enchaînent, le monde découvre la gymnastique d'Olga Korbut. Ces Jeux Olympiques sont l'apothéose pour elle. Elle parvient à offrir au monde une série d'exploits grâce à ses démonstrations et sa façon tout à fait nouvelle de pratiquer la gym. Les commentateurs TV, le jury et le public sont subjugués. Au-delà du style unique qui la caractérise, c'est bien sa personnalité qui font la différence. Elle est si jeune et semble si fragile du haut de ses 1,50 m. Tout n'est pas parfait. Elle commet par exemple une grosse faute d'inattention aux barres asymétriques. Mais c'est cette sincérité qu'elle semble exprimer, et cette apparente fragilité qui suscite l'empathie et l'affection du public. Les émotions qu'elle exprime et tout le travail qu'elle a accompli pour apporter un style bien plus punchy à la gym lui valent d'être la nouvelle star de ces jeux. Sa nouvelle célébrité dépasse le simple cadre de la gym et du sport. Les messages de félicitations affluent du monde entier. Elle découvrira par exemple des centaines de bouquets de fleurs à son retour dans sa chambre du village olympique. Qu'est-ce qui change avec Olga Korbut? Ces années passées à travailler lui ont permis d'offrir au monde de la gymnastique une nouvelle dynamique. Elle a imposé à elle seule des nouveaux standards qui ont encore cours aujourd'hui. Contrairement à ses aînés, elle est plus jeune, de petite taille, et exécute des mouvements et des chorégraphies résolument modernisées et bien plus acrobatiques. Parmi les figures qu'elle a abordées avec son coach, les plus emblématiques sont le saut périlleux arrière sur la poutre, mouvement jusqu'alors inédit aux Jeux Olympiques, et le Korbut flip sur les barres asymétriques. Elle dispose en outre d'un atout non négligeable. C'est ce sourire qu'elle arbore en permanence, malgré le stress et la fatigue. Et ce n'est autre que Reinhard Knisch, son coach, qui lui a imposé de sourire en permanence. Revenons quelques instants sur lui. Reinhard Knisch est né le 10 septembre 1931 dans la petite ville de Kapil, en Biélorussie. Diplômé de l'Institut d'éducation physique de Minsk en 1955, il commence à travailler dès 1953 comme entraîneur de gymnastique à l'école numéro 3 de Grodno. Avant Olga Korbut, il a également entraîné Elena Volcheskaya. Cet athlète a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1964, dans le cadre des épreuves par équipe. Pour lui, même si c'est bel et bien l'URSS qui domine de manière indiscutable les compétitions internationales, le style hérité de Larissa Latynina ne lui convient plus. Et bien qu'au départ il ne voulait pas d'Olga Korbut, c'est véritablement avec elle qu'il pourra mettre en musique ses projets de révolutionner la pratique de la gym. La relation qui se développera entre ces deux personnes à fort caractère sera unique, faite à la fois de respect, d'admiration et de haine. Une relation passionnelle, en somme. Korbut racontera notamment dans son autobiographie qu'elle ne fut jamais totalement capable de le comprendre. Même s'il n'exprime quasiment jamais de satisfaction et qu'il se montre extrêmement sévère, Korbut ne peut se passer de lui. Ses conseils et ses directives lui sont indispensables. Et quelque part, cette volonté de réussir et cette persévérance, malgré la souffrance, Korbut la doit à son entraîneur. L'après-Munich est pour Olga Korbut un mélange de joie et de grande frustration. Elle se retrouve confrontée à cette célébrité nouvelle dont elle ne peut profiter comme elle le souhaiterait. Par exemple, elle doit se plier à la fédération sportive de son pays qui met à profit les succès de l'équipe et utilise sa popularité pour leur faire des tournées un peu partout dans le monde. Tous ces voyages sont épuisants et donnent le sentiment à Olga qu'elle n'est plus maîtresse de son destin.
Elle qui est habituée depuis des années à sa routine d'entraînement se retrouve trimballée loin de chez elle et de son coach pour ravir des foules d'anonymes et remplir les caisses de la fédération. Il est difficile pour elle d'assumer ce rôle d'héroïne du sport tel qu'il est conçu en URSS, puisque cela implique de devenir une sorte d'ambassadrice du régime à l'étranger et de jouer quelque part un rôle diplomatique. Sa popularité en Occident est telle que l'équipe soviétique sera invitée à la Maison-Blanche pour y rencontrer le président américain Richard Nixon. Alors certes, Olga Korbut est heureuse de susciter autant de sympathie grâce à sa gym et sa personnalité, mais tout cela reste difficile à gérer. En plus des tournées, elle continue de participer aux différentes compétitions au niveau national et international, avec notamment le championnat d'Europe de Londres de 1973, où elle ne remporte qu'une médaille d'argent avant de se blesser, et le championnat du monde de Varna de 1974, où elle décroche 2 médailles d'or. Ce rythme effréné commence à peser sur le physique et le moral d'Olga. Et en plus, ses succès, cette popularité, son caractère rebelle suscitent des crispations et des jalousies. Une certaine frange dans le milieu de la gymnastique soviétique n'apprécie toujours pas sa façon de pratiquer ce sport et lui reproche encore d'avoir changé les règles codifiées par leurs prédécesseurs. En parallèle, les relations se dégradent avec son entraîneur. Pour Reinhard Knisch, Olga a déjà fait son temps et il lui conseille d'arrêter et de se retirer de la compétition par le haut. Cela sonne comme une trahison pour elle. Mais Knisch semble perdre toute motivation et la rupture devient inévitable pour se concrétiser en 1975. Déjà focalisée sur la préparation des Jeux Olympiques de 1976 à Montréal, ce coup est rude. Elle prend pour nouveau coach Tamara Alexeyeva, mais de l'aveu d'Olga, bien que leur relation soit très bonne, il s'agit en réalité plus d'une sorte de partenariat dans lequel Olga suit ses directives, mais sans jamais atteindre le niveau d'exigence de son précédent entraîneur Reinhard Knisch. En dépit de résultats quelque peu en retrait, Olga Korbut est sélectionnée pour faire partie de l'équipe qui participera aux JO de Montréal. L'équipe soviétique qui débarque au Canada est composée des vétérantes Ludmila Touricheva, Elvira Saadi et Olga Korbut, accompagnée de 3 nouvelles, Maria Filatova, Svetlana Grozdova et la prometteuse Nelly Kim. La particularité de cette composition est qu'il demeure des éléments de gymnastique de l'ancienne école et celle initiée par Olga Korbut. Bien sûr, Olga veut renouveler ses exploits qui l'ont rendue si populaire 4 ans auparavant. Mais si elle remporte le concours général par équipe, ajoutant ainsi une nouvelle médaille d'or à son palmarès, quelque chose ne fonctionne pas. Et inévitablement cette Olympiade se transforme en échec. Elle doit se rendre à l'évidence. Cela fait de longs mois qu'elle se sent vidée et fragile. Sa forme physique et psychologique ne peuvent supporter le niveau de compétition requis. En plus de ce manque de forme, Olga doit faire face à sa compatriote, l'étoile montante, Nelly Kim, qui prend définitivement le lead de son équipe, mais surtout Nadia Comaneci. Cet inconnu du grand public décroche une série impressionnante de 10 parfaits et devient l'immense star de ces Jeux. Cette jeune Roumaine parvient à hisser instantanément son pays au rang des grandes nations de la gym et éclipse presque totalement ses concurrentes. Olga, qui fut la star de Munich, fait pâle figure et cette Olympiade de Montréal passe sans même qu'on ne la remarque. Pour Olga, il est temps de se retirer, en effet. Aurait-elle dû écouter son ancien entraîneur? Non, bien sûr. Elle serait restée sur un sentiment d'inachevé qui aurait entraîné une grande frustration. Elle prend sa retraite sportive et devient coach de l'équipe de gymnastique de Biélorussie après avoir suivi une formation à l'Institut pédagogique de Grodno. Elle émigre aux États-Unis en 1991 après la disparition de l'URSS où elle poursuit son activité d'entraîneur dans différents clubs locaux. Dans le contexte de l'époque, la domination par le sport occupe une place très importante de la guerre d'influence que se livrent les soviétiques et les occidentaux. Les années 70 sont pour l'URSS une période où le pays enregistre des succès diplomatiques importants, notamment en concluant des alliances dans un certain nombre de pays fraîchement indépendants. Engranger des succès dans le domaine sportif est considéré comme une mission extrêmement importante car cela contribue également à ajouter du prestige au camp communiste. En faisant le choix de bouleverser la pratique de la gymnastique, Olga Korbut ignorait qu'elle deviendrait si populaire. Cette célébrité, savamment exploitée par les autorités sportives soviétiques, sera source de satisfaction mais aussi de souffrance. En plus de faire émerger une nouvelle génération qui suivirent ses pas, comme en témoigne Nadia Comaneci, Olga Korbut a contribué à développer la pratique de la gymnastique en Occident et en particulier aux États-Unis, dont le niveau s'améliora d'année en année. Depuis une dizaine d'années environ, ce pays fait désormais partie des grandes nations de la gym. Les relations avec son ancien entraîneur, Reinhard Knisch, ne reprirent jamais. Elle l'accusera à différentes occasions de l'avoir abusé sexuellement durant les années où ils travaillaient ensemble.
Knish est décédée le 19 avril 2019. Olga Korbut vit aujourd'hui à Scottsdale, en Arizona.